Et l'énergie passe forcément par des paroles ou c'est pas nécessaire? C'est pas forcément L'énergie par peut les paroles. passer par le regard. Absolument. C'est juste L'énergie, ça l'intention. peut être le Mais contact. maintenant, il y a beaucoup Exactement. Parce qu'en fait, il y a beaucoup l'énergie... d'études en physique quantique où les gens commencent à Absolument. comprendre. Mais ils comprennent aussi que maintenant, tu vois, maintenant, quand tu dis, il y a une fréquence qu'on appelle 432 Hz. Ils disent que c'est une fréquence qui guérit. Et moi, quand j'ai regardé 432, c'est la fréquence qui correspond à 4 fois 108. 108, c'est quoi? C'est Al-Haq. Là, vous nous invitez dans la numérologie. Là, on est dans là, on est dans la numérologie. Ça. Et donc, le nombre est une fréquence. Oui. Donc, on est des natures digitales. On est des natures vibratoires, en fait. Donc, quand on a une certaine... Ce qui affecte notre vibration, effectivement, dépend de où on place notre attention. Plus on est attiré par un esprit positif, plus on crée une vibration forte. Nous, ce qui nous permet de travailler et effectivement aider les gens, c'est parce qu'on essaie de maintenir une haute vibration. Ce qui fait que l'énergie tend toujours vers un état homéostatique, en fait. Donc, quand quelqu'un a une vibration faible, parce que chaque fois qu'il y a une douleur, c'est parce qu'il y a une baisse de tension, il y a une baisse de voltage, en fait, comme dirait. Donc, au niveau des cellules, il y a une sorte de voltage. Donc, quand le voltage est affaibli, nous, notre contact avec la personne, que ce soit physiquement ou bien que ce soit à distance, permet de rehausser, permet de créer un shift vibratoire, en fait. Tu vois? Et donc, c'est ça qui rend la chose extraordinaire. Parce que, et ça, c'est quelque chose qu'on a tous en nous, mais on ne le sait pas. Nous tous, en Wolof, on dit « nit nit moy garam ». Pourquoi on dit ça? Et parce qu'effectivement, l'être humain peut être une source de bonheur et de bien-être chez Mais est-ce que ce n'est pas temporaire? Parce que c'est un peu comme prendre un comprimé de paracétamol. À un moment donné, est-ce que la personne, après, ne va pas retrouver les douleurs? Parce que si on ne parvient pas à voir l'origine même du mal. En fait, ce qui se passe, c'est que la plupart de moi, des personnes que j'ai eu à aider, généralement, moi j'en connais par exemple récemment qui avaient eu des douleurs pendant 7 ans, qui souffraient. Je ne l'ai même pas vu, c'était juste à distance, parce que j'ai eu pitié de quand son fils me disait que ma maman est très malade, on sort de l'hôpital tous les jours, on ne sait pas exactement ce qu'il faut, on a fait des analyses. Je dis, ok, arrivé chez toi, tu prends un verre d'eau. L'eau est capitale dans ce que je fais, par exemple. Parce qu'il y a des études aussi sur la mémoire de l'eau. Exactement. Il y a beaucoup de Exactement. Et moi, mon intuition m'a guidé vers l'eau. Quand j'étais très jeune, mon intuition m'a guidé vers l'eau. Je ne savais pas pourquoi. Il y a un Japonais qu'on appelle Isari Imoto, il a fait beaucoup de recherches, plus de 30 ans en fait sur l'eau. D'accord? Mais du coup, cette dame, quand je lui ai fait ça, elle avait du mal à manger. Quand elle mangeait, elle avait toujours des problèmes d'estomac. Elle avait des maux de ventre. Mais depuis ce jour, c'est parti. Elle m'a dit tout de suite, je ne ressens plus de douleur, c'est parti. Donc, on ne dit pas que ça agit ainsi tout le temps, mais ça déclenche au processus important. Même si ça ne part pas tout de suite, ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a des couches en fait. Il y a des couches. C'est comme quand on peel un onion, quand tu épulches un oignon. Voilà. Donc, c'est des couches. Donc, il y a des gens qui ont des couches d'énergie négative qui se sont accumulées au fil des années. Finalement, ça crée des problèmes, ça crée des déséquilibres. Parfois, des personnes pareilles peuvent aller voir le médecin, aller faire plein d'analyses, mais ils ne voient rien. Mais c'est parce que ce n'est pas à cette échelle. C'est purement dans l'organigramme énergétique, en fait. Et c'est à ce niveau que je pense que c'est important qu'on puisse comprendre qu'on a des outils qui sont extraordinaires, qui émanent tout simplement de quelque chose qui est foncièrement notre réalité. On est de nature on a l'impression que les outils sont de plus en plus scientifiques et qu'il n'y a pratiquement rien qui relève du mysticisme. Voilà. Non, parce qu'en fait, moi je dis que tout ce qui est mystique, c'est parce qu'on n'a pas encore l'explication, la modélisation possible. Parce que moi, je dis que tout ce que j'ai fait, je l'ai dit, pourquoi est-ce que la douleur se diminue? C'est parce que elle s'atténue parce que, pour moi, ce que je fais crée un déclic au niveau du système nerveux parasympathique. Parce que c'est là, quand le système nerveux parasympathique est activé, on ne peut pas sentir de douleur, on ne peut pas être aussi dans l'amertume. D'accord? Et donc, pour moi, le travail qu'on fait permet d'activer ce processus. Et aussi, ça active le centre d'énergie ou du cœur. Et donc, la personne se sent apaisée. Et quand le cœur est apaisé, on a fait des recherches neuroscientifiques dans la neuroscience pour dire qu'aujourd'hui, on reconnaît qu'il y a beaucoup plus le cœur à son système nerveux. Absolument. Donc le cœur, c'est l'élément vraiment, c'est le véhicule de tout. Absolu, l'organe. C'est pas le disent d'ailleurs. Apprendre par cœur. Exactement, on dit apprendre par cœur, c'est parce que la vraie connaissance, elle appartient au cœur. Le cerveau, tu lui donnes des infos, il te donne des réactions. Donc il y a plein de réactions chimiques qui sont dues tout simplement à la nature des pensées.
Quand quelqu'un pense des pensées sombres, bien sûr, la personne crée des réactions chimiques. Donc, en fait, on a la capacité de changer la chimie intérieure du corps en utilisant le cœur. Et c'est ça le fond de la foi, en fait. Et par la foi, effectivement, on change la chimie intérieure. Donc, c'est ce que j'appelle simplement inner engineering, en fait. C'est une ingénierie interne, en fait. Cette ingénierie interne, et ça, nos ancêtres le savaient. Les grands érudits le savaient. Ça, ils le savaient. C'est pour ça que quand tu étais en leur compagnie, on se sent bien. Absolument. Pourquoi? C'est parce qu'il y a déjà quelque chose qui est dégagé. D'accord? Et ceci est accessible à nous tous. Maintenant, ça demande un travail, ça demande une discipline. Une initiation. Pour éviter que finalement, que ce cœur qui peut être une véritable ingénierie pour apaiser, peut devenir aussi un poison pour l'individu. Bien sûr, bien sûr. Parce que quand on regarde dans le corps, moi quand je regarde le Coran, quand Dieu parle d'un organe, il parle du cœur. Quand il parle de ça. Donc, c'est ça, la maladie du cœur. Il n'a pas parlé de la tête, mais c'est le cœur en fait. Parce qu'effectivement, le cœur a une influence sur le cerveau. Moi, je dis que les personnes que je parviens à faire dormir à distance, comment ça se passe? Mais ça se passe tout simplement parce qu'on parvient à créer une sorte de reconnexion entre le cœur et le cerveau. Donc, le cœur parvient à apaiser le cerveau. Quand le cerveau est apaisé, on a envie de dormir, on a envie de se reposer parce que ça crée, ça change la chimie intérieure. Quand la chimie intérieure change, on a une sécrétion d'hormones qui permettent, qui contribuent tout simplement à rendre la personne calme, apaisée, et puis le sommeil vient naturellement. Il y a une question qui ne touche pas directement, ça devrait vous interpeller. Aujourd'hui, vous parlez du corps humain. Aujourd'hui, dans le monde, il est de plus en plus question de post-humanisme, d'hommes augmentés, de technologies, d'intelligence artificielle. On développe des technologies, on met des puces sous la peau pour augmenter l'homme. Qu'est-ce que ça vous suggère comme réflexion, tout ce débat? Est-ce un débat inutile? Quelle devrait être la posture de l'Afrique? Est-ce que l'Afrique devrait se dire « je ne dois pas rester en reste parce que l'Orient, l'Occident risque d'augmenter les hommes en mettant des puces pour inventer, je ne dirais pas des cyborgs, mais des surhumains. Est-ce qu'il ne faudrait pas, je ne sais pas, vous nous dites ici en Afrique, on n'a pas besoin de tout cela. Il faut réapprendre à connaître les richesses, les mystères du corps humain. Moi, je pense que le corps humain est d'une perfection extraordinaire. Quand Dieu parle, il a créé, il a vraiment parfait sa création. Et d'une complexité. Et d'une complexité extraordinaire. Donc, il y a cette dimension de l'âme qu'on ne pourra jamais mesurer. Tout à fait. Maintenant, je suis scientifique, j'ai fait beaucoup d'intelligence artificielle dans le passé, et je suis convaincu que c'est des outils qui nous aident. Par exemple, j'étais même en train de réfléchir, je me disais qu'aujourd'hui, si on met sur place un système d'analyse de toutes les données qu'on est en train d'accumuler dans les hôpitaux pour traiter les cancers, il se pourrait à un moment donné qu'on puisse prévenir les cancers avant leur déclenchement. Par exemple, imagine qu'on puisse déceler que la possibilité que quelqu'un puisse développer un cancer dans 8 mois, dans 9 mois. Mais qu'est-ce que ça pourrait donner comme résultat? Mais ça, les outils d'intelligence artificielle nous permettent effectivement d'aller dans ce genre d'analyse. Parce qu'on parvient à modéliser en fait des centaines de milliers, des millions d'images en fait. Et avant, on n'avait pas ces outils. Maintenant, je pense que l'Afrique doit se positionner. L'intelligence artificielle est une réalité. Elle permet de faciliter beaucoup de choses. Mais je ne suis pas convaincu qu'on peut augmenter l'être humain. Parce que l'être humain est conçu d'une certaine manière. Maintenant, cet aspect spirituel de l'être humain, il n'y a rien qui puisse le modéliser. Ce n'est pas possible. On ne peut pas changer certaines choses qui sont déjà, qui font partie. Rien que l'intelligence artificielle bute sur le common sense, le bon sens déjà. On peut pas. C'est pas possible. Il peut modéliser. Bien sûr, avec la modélisation, on parvient vraiment à comprendre certaines choses. Mais il y aura toujours des limites. Il y aura toujours la nécessité d'avoir un être humain qui a une certaine logique, qui a une certaine capacité de transcendance qu'une machine ne peut jamais avoir. Donc il y a toujours des limites. On peut effectivement... Sauf que quand je parle de l'homme augmenté, ça veut dire l'homme naturel, vous et moi, on introduit une puce qui nous permet, par exemple, de nous avertir qu'il y a un cancer, une maladie qui arrive. C'est possible. C'est l'homme augmenté. Ça, on est dans l'homme augmenté, d'ores et déjà. Non, mais ça, il y a certaines personnes aujourd'hui. Ça, le corps humain, déjà, vous donne... Oui, c'est ce que je dis. Aujourd'hui, même en dehors du corps humain. Aujourd'hui, vous avez des gens qui ont des puces, qui arrivent à ouvrir leur porte sans la toucher.
C'est possible. L'homme est augmenté. Non, c'est possible. Ça existe aujourd'hui. Ça, j'y crois. On peut vous mettre une puce, vous ouvrez votre voiture. Mhm. Les voitures, certains ont des véhicules comme ça à Dakar, certainement. Vous arrivez, en arrivant vers la voiture se déclenche ou s'allume. Tout simplement parce que vous avez une puce qui déclenche. L'homme est augmenté à travers... C'est dans cette idée-là. Il suffit d'avoir une clé. On n'a pas besoin d'augmenter l'homme. Même une clé, quand vous avez la clé... C'est que ça, c'est des capteurs. C'est des capteurs, c'est sensors, en fait. Avec ces capteurs, effectivement, il est possible de faire des choses, de les optimiser, de rendre des choses beaucoup plus faciles. Et il y a aussi une capacité de pouvoir prédire. Par exemple, je dis que, par exemple, dans les recherches qui m'intéressent, les idées que j'ai, on peut effectivement mettre les puces sur les gens et voir, modéliser avant la séance et après la séance, peut-être 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines après la séance, et vraiment observer ce qui se passe dans le corps. Et ça, c'est des choses qui sont importantes parce que ça permettrait... Mais d'autant plus que tout le monde sait que le corps humain rejette tout ce qu'on lui met à l'intérieur. C'est ça. Même quand vous faites des implants, quand vous faites n'importe quelle greffe, après, c'est des médications toute la vie, parce que le corps humain rejette systématiquement. Non, lui, il parle plus de puces. Même les puces, hein, on ne sait pas quel effet ça va avoir. Comme le corps humain rejette, c'est limité, ça n'a pas toujours, parce qu'il y a des gens qui mettent des puces même pour certaines vitamines. Moi, j'en ai vu. Même certaines contraceptions, bien sûr, il y a des puces. On met des implants, mais le corps humain le rejette tout le temps. Mais tout ça, je dis que tout ça, c'est rendre des choses artificielles. On a en nous la capacité de détecter ce qui se passe en nous en tout moment, et sans agresser le corps, avoir besoin de trucs externes. Mais juste pour souligner cette contradiction, d'un côté, il y a pas mal de recherches, il y a pas mal, vous-même, vous êtes très bien placé pour dire qu'il y a tout cet intérêt porté à l'intelligence artificielle, à tout ça. D'un autre côté, on aurait pu se débarrasser de tout ça et retrouver notre humanité pleine et entière. On n'a pas besoin, les pouvoirs extraordinaires du corps humain dont vous parlez. Absolument, ne peuvent se déclencher que par une rigueur spirituelle. Est-ce qu'il ne faut pas, le moment n'est pas venu de dire, allez, stop, on arrête, on ne va pas aller au-delà de toutes ces technologies-là qui pourraient nous mener je ne sais pas où, avec des effets secondaires et autres. C'est clair que ça pourquoi ne pas retenir aux fondamentaux, à l'essentiel? Absolument, absolument. Je suis d'accord avec toi, avec vous. Je pense qu'il est essentiel qu'on comprenne que le pouvoir est en nous, pas dans une machine. Une machine ne peut que faire certaines choses, mais il y a des choses que l'être humain est capable de faire. Pour moi, quand je parle du renforcement du potentiel humain, c'est de comprendre qu'on a en nous des mécanismes qui, s'ils sont bien entraînés, s'ils sont bien structurés, ça nous permet de pouvoir agir en conscience supérieure. Et tout ce qui nous on a besoin de lever nos consciences. C'est notre niveau de conscience qui nous limite, en fait. Okay. Et aujourd'hui, vous, concrètement, comment vous aidez les gens aujourd'hui dans le monde? Comment, ici au Sénégal, les gens que vous aidez, comment ça se passe concrètement? Comment ça se passe? Généralement, c'est sous forme de séances, par exemple, des séances soit à distance ou bien des séances où la personne vient, et puis déjà... Je m'intéresse beaucoup aux expériences traumatiques, en fait. Parce que généralement, on se rend compte que des gens qui ont eu à vivre des expériences traumatiques dans le passé développent des symptômes, développent des crises qui sont dues simplement au fait que le corps est carrément désintégré. Donc, moi, ces choses sont importantes. Et puis, comment se débarrasser de ce nuage, en fait, qui crée le désordre dans le corps? Pour moi, aussi, c'est restaurer la foi et la conviction en tout un chacun de comprendre que dans mon corps, il y a des choses que je peux apprendre à ménager et que je ne suis pas victime de quoi que ce soit. Ici, dans nos pays, le problème généralement est qu'on a tellement d'angoisses qui sont dues simplement à des choses qu'on considère comme des agressions externes, en fait. Comprendre que c'est notre choix d'être en colère ou de ne pas être en colère. Enfin, généralement, les gens disent que est-ce que c'est notre choix? Pas forcément. C'est un choix. C'est un choix. Il s'exerce, en fait. Parce que la colère, elle est due simplement à une excitation nerveuse. Il peut y avoir un phénomène extérieur qui interagit, qui vient vous pousser à la colère alors que vous n'avez rien demandé. Mais non. Là, il déclenche en vous si vous n'avez pas la capacité de rester zen. C'est ça, exactement. Mais c'est parce qu'il y avait déjà quelque chose là-bas. La colère ne fait que déclencher quelque chose qui était déjà précédé déjà. Qui était déjà là. Donc, cette personne n'est qu'une excuse, en fait. Maintenant, la capacité... Il y avait déjà une colère intérieure. C'est ça, il y a déjà quelque chose derrière. Il y a déjà un blocage d'énergie. Mais ce blocage d'énergie, bizarrement, quand quelque chose se déclenche, ça fait que les neurones, les nerfs, commencent à se
activer des signaux qui ne sont pas forcément dans l'intérêt de la personne. Il suffit simplement d'observer l'événement et de choisir de se reconnecter à sa respiration. Et puis, avec le temps, on verra que la colère devient juste quelque chose qu'on observe, sans pour autant reconnecter à sa respiration. À sa respiration, parce que c'est l'un des piliers, en fait, du travail qu'on fait. Savoir respirer. La respiration, plein de gens ont oublié comment respirer. C'est ça le problème. Et cette respiration... Même par rapport à la prise de parole en public, mais bien sûr, l'un des premiers enseignements, c'est la respiration. C'est savoir maîtriser sa respiration. La cadence les gens respiratoire. Qui savent parler, absolument. qui savent rythmer la voix, sont des gens souvent qui savent absolument maîtriser la respiration. C'est ça. Bon, généralement, la plupart des gens, il y a une dame qui m'a appelé récemment de Belgique. Elle m'a dit, elle avait des maux de tête. On a commencé à discuter un tout petit peu. Après, je lui ai dit, à un moment donné, je lui ai dit, en ce moment, tu ne peux pas sentir de douleur. Elle me dit, tu as raison, je ne sens plus de douleur. Et puis, je n'ai rien fait. Mais c'est parce qu'effectivement, dans la discussion, on a eu la chance de pouvoir l'amener à un état de vibration qui fait que ça ne rime pas avec des douleurs. Ce n'est pas possible. Et ça, c'était pas simplement en lui parlant d'une certaine manière, on parvient à changer la fréquence vibratoire. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire parce qu'on ne se rend pas compte que les paroles sont de l'énergie. Cette énergie, quand elle est bien rythmée, elle procure la quiétude, elle procure le sentiment de présence et d'apaisement. Ça, c'est quelque chose de très, très fondamental. C'est pour ça qu'ici, le premier conseil que je donnerai à mes compatriotes, c'est d'apprendre à ne pas élever la voix. Quand on élève la voix en parlant, non seulement on gaspille de l'énergie, on n'est pas entendu. Il faudrait que je retienne bien la leçon. C'est quelque chose de très, très important. D'accord? Et on n'est pas entendu du tout. Nous sommes dans un continent où on élève beaucoup la voix. C'est exactement ça. Et quand on discute, on a l'impression qu'on se dispute. Absolument. Absolument. Ça, et ils ne comprennent pas que c'est dans le calme, dans la sérénité que quelqu'un saisit ton message. Parce que c'est avant tout un transfert d'énergie. D'accord? Le cœur est tellement bien structuré, le fait que quand on parle et que ça vient d'ici, avec une certaine cadence, ça entre dans le cœur. Donc, pour se soigner, il faut faire des cures de silence, peut-être. Extrêmement important. Des cures de silence, rester des silence, jours, parce que des la heures colère, sans parler. Je pense que exactement. La colère, ça rend malade. Le fait il y a des techniques, en fait. Il y a des vipassana. Il y a une technique que les Indiens utilisent. Au bout de 15 jours, on se retrouve dans un centre. On ne parle pas pendant 15 jours. 15 jours. 15 jours, vipassana. C'est quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est que les gens apprennent. Tu vois des gens qui sont à larmes. Et pourtant, parce que ça ressort tellement de négativité qui était enfouie en nous. Quand on parle beaucoup, le problème est qu'on ne fait que réprimer plein de choses qui étaient déjà là. On ne donne pas au corps la chance de se... Cela me fait penser à un Soufi qui disait « Celui qui sait écouter ira loin ». Absolument. Savoir écouter et s'écouter, observer les cures de silence. C'est ça. Pour entendre sa respiration, pour entendre son corps et même peut-être entendre son âme. Bien sûr. Quand on écoute, on entend tellement de choses. On entend tellement, parce que tout est en communion avec nous, tout est en communication. Pour résumer, vous dites donc que tout le malheur de l'homme, c'est qu'il sait parler et il parle trop. C'est clair. Et qu'il ne sait pas rester dans sa chambre pour s'écouter. C'est donc ça notre malheur, le fondement en fait, de notre il n'est malheur. pas conscient. C'est le manque de conscience, en fait. La conscience dans ce qu'on dit. Quand on parle avec conscience, on ne peut pas parler n'importe quoi. On ne peut pas dire n'importe quoi. La conscience, elle oriente les paroles, elle augmente la fréquence vibratoire, elle permet de parler avec intelligence, avec sérénité, avec quiétude, avec paix. Et cette paix, elle ne peut que procurer l'abondance dans... C'est-à-dire que les cœurs s'ouvrent en fait. Quand on parle, ceux qui t'écoutent ne peuvent que te sentir du bien. Parce que c'est comme ça, parce que ce que vous dégagez, ça procure déjà, ça vient d'un endroit qui est déjà en paix. C'est pour ça que je dis que cultiver la paix en soi est une condition nécessaire pour vivre épanoui dans ce monde. Quand on ne cultive pas la paix en soi, on n'aura jamais la paix autour de soi. Ce qu'on fait, ce qui ressort de nous va se manifester autour de nous. Maintenant, quand on cultive la paix intérieurement, on parvient à la générer, en fait. Les ondes négatives sont contagieuses. Exactement. Et donc, cette onde positive aussi permet de rehausser, permet de lever. D'accord? Et c'est pour ça que moi, une des choses que je disais à quelqu'un, je disais que moi, quand je récite le Coran pour quelqu'un, ce n'est pas pour lui que je le fais pour moi parce que j'écoute quand je récite. Et il y a des gens qui me posaient, est-ce que ça ne t'épuise pas? Je me dis non, ça me redonne tellement d'énergie que je ne peux même pas... pour moi, c'est comme si je n'ai rien fait. Parce que
c'est toutes mes cellules, des milliards de cellules dans mon corps qui sont à l'écoute. Parce que le principe de l'énergie, c'est que ça part de la personne qui en a le plus vers la personne qui en a le moins. C'est ça. Et si on ne sait pas se régénérer, là, on s'épuise. Absolument. Maintenant, ce qui se passe, c'est de comprendre que quand on est dans la fusion, il n'y a plus de nous, il n'y a plus de toi, il n'y a plus de moi, il n'y a qu'un seul. On est tout simplement dans une sorte de fusion, en fait. Parce que dans l'unicité, effectivement, on se rend compte qu'il n'y a qu'une seule énergie. C'est le principe peut-être des séances collectives de Zik. Exactement, exactement, parce que ça fait que ça crée une sorte, ça amplifie, c'est un effet amplificateur. Tu vois. Et donc, je suis certain que, par exemple, certains parmi ceux qui regardent cette émission vont, peut-être s'ils sont un peu sensibles, vont sentir quelque chose de différent. Parce que tout simplement, c'est ça le travail de l'énergie, ça procure un état de calme, un état de sérénité. Et dans cette sérénité, le calme, le corps sait mieux que quiconque comment se régénérer. Absolument. En tout cas, nous avons été très, très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Merci Vraiment, beaucoup. ça a été un échange très, 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 très fructueux, je pense, très, très important, peut-être même pour tout ce qui nous regarde. J'espère que vous aurez aussi l'occasion de pouvoir collaborer avec les autorités ici au Sénégal, parce que je pense qu'on en a besoin, surtout en ce qui concerne vraiment l'apaisement de la douleur et les soins palliatifs. Surtout pour les gens aussi qui ont des maladies chroniques et des douleurs chroniques. Oui, absolument. Donc, vraiment, Monsieur Datt, nous vous souhaitons une bonne continuation et bon retour aux États-Unis. Merci beaucoup. Merci.